L'eau, elle nous sert à vivre. L'eau, c'est vital pour tous les êtres vivants, pour arroser les plantes, pour les animaux. Ça m'inquiète un peu parce qu'il y a tout le monde qui en parle. Ils disent que bientôt il n'y aura plus assez d'eau pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui gaspillent beaucoup d'eau. Ça me fait un peu peur. Ça va être dangereux pour nous si on n'a pas assez d'eau. Je peux pas prédire l'avenir, mais il y a des gens qui travaillent pour ne pas gaspiller d'eau. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence statutaire des intercommunalités depuis 2018. Pour éclaircir un peu le rôle de chacun dans la gestion de l'eau. Elle est obligatoire et elle peut être déléguée au syndicat de rivière ou portée en interne, c'est-à-dire en régie. C'est pas très lisible pour le grand public. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que forcément chez eux, dans leur commune, il y a un GEMAPien. Ça peut être une intercommunauté, ça peut être un syndicat de rivière, ça peut être un EPAGE, ça peut être même un EPTB, un établissement public territorial de bassin. Il y a beaucoup de structures, mais on fait à peu près tous la même chose. On travaille pour un petit peu tout le monde, mais surtout pour le milieu aquatique. C'est une approche globale de la question des rivières, des cours d'eau, des zones humides, de la gestion aussi vis-à-vis des risques. J'ai souvent l'habitude de dire, si vous avez de l'eau chez vous, on peut sans doute vous aider. Donc un propriétaire d'étang, de zones humides, un moulin, un riverain, un élu qui a une mare, enfin voilà, ça peut être vraiment tout type de propriétaire. Nous, en tant que structure GEMAPI, on est là pour gérer en fait l'eau de la goutte d'eau qui tombe sur le territoire jusqu'à ce qu'elle sorte du territoire ou aille dans la mer pour les territoires littoraux. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'eau, on est d'accord? C'est ça un peu l'idée. Je vais essayer de vous apprendre des trucs, et puis vous allez sans doute m'en apprendre aussi. Moi, je pense qu'il y en a assez pour tout le monde, mais qu'il faut quand même la préserver. Je pense aussi qu'on ne manquera pas d'eau, parce que les scientifiques, ils auront sûrement trouvé un moyen, par exemple, pour faire pleuvoir une grande pluie. Je pense qu'à un moment, on viendra à manquer, mais si on n'en gaspille pas, on peut encore en avoir jusqu'à longtemps. On peut encore vivre bien 4 ou 5 siècles tranquilles. Un million d'années, peut-être. Ce territoire a été dit comme étant le château d'eau de la France il y a 60-70 ans. Dans les 20 ou 30 prochaines années, ce sera peut-être le désert de la France. On est très impacté par le changement climatique, plus que d'autres régions. On est sur un secteur où on a des eaux de surface, on n'a pas de nappe phréatique. C'est beaucoup d'eau qui ruisselle, et des sources qui donnent de là. Donc nous, on est vraiment sur les têtes de bassins versants où l'eau va jaillir pour alimenter tous les bassins versants en aval. Et lorsqu'il ne pleut pas, on n'a pas de ressources. Donc 3 mois sans pluie, c'est le désert. Aujourd'hui, on a des cours d'eau qui s'assèchent plus de 6 mois dans l'année, alors que dans les années 80, ces cours d'eau ne s'asséchaient pas. Et à contrario, les phénomènes météorologiques exceptionnels génèrent des inondations, des ruissellements, là où on n'avait pas l'habitude d'avoir ce risque à gérer. Pour dépenser moins d'eau, il faudrait arrêter les pistolets à eau, par exemple, parce que ça dépense beaucoup. On peut garder les petits, mais les grands, il faudrait les arrêter. Pour les toilettes, utiliser de l'eau non potable. Oui, du coup, on peut boire l'eau des toilettes. Ne serait-ce que pour nous, il faut ménager le territoire, ménager la ressource en eau, et d'autant plus que si on veut aussi qu'il y ait de l'eau plus bas dans les plaines, en quantité et en qualité, effectivement, il faut qu'on sache gérer intelligemment cette ressource sur les têtes de bassin. Alors là, on est sur un chantier de restauration des milieux aquatiques. Il y avait beaucoup d'arbres tombés dans le ruisseau et qui bloquaient la continuité écologique, donc qui bloquaient l'écoulement des eaux et la circulation des poissons. Et également beaucoup de déchets. On intervient à la place des propriétaires riverains qui sont censés entretenir leurs cours d'eau. La collectivité est amenée à se substituer au privé ou à réaliser des actions d'intérêt général qui profitent à tout le monde. La ripisylve, c'est vraiment toute la végétation en fait, qui est en bord de cours d'eau. On a sur ce type de chantier actuellement une approche, donc le débardage équin, qui nous permet justement d'intervenir dans des milieux forestiers qui sont denses, dans lesquels on ne pourrait pas forcément amener des engins, ou si on amènerait des engins, il faudrait qu'on fasse des pistes, et donc on aurait un impact sur le milieu qui serait vraiment très fort. Je me prends pour un barjot, il faut être un peu fou. Je suis convaincu de la pertinence des chevaux dans les bois, je suis convaincu de la pertinence de travailler en low-tech. Ils nous permettent de faire du travail de long terme. On sait que derrière leur passage, ça repousse.
qu'on appelle un embâcle. C'est cette accumulation en fait, de bois flotté qui obstrue partiellement ou totalement en fait, l'écoulement de l'eau. Et là, l'objectif, c'est aussi bien d'agir pour la gestion du milieu aquatique, mais il y a également un autre enjeu derrière, c'est la prévention inondation. C'est-à-dire que juste en amont, on a un ancien moulin qui est en train d'être rénové justement pour un projet de gîte. Je suis heureux de bénéficier de conseils avisés et éclairés sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif, c'est d'arriver à être d'abord respectueux de l'environnement parce que je suis sur un projet de gîte qui correspond justement à l'intégration totale dans l'environnement et dans l'écologie locale. Ici, on a la chance d'être dans ce qu'on appelle le pays de l'arbre et de l'eau. Il y a peut-être beaucoup plus à voir dans un simple paysage de Limousin que dans une grande destination touristique à l'autre bout du monde. L'arbre, c'est un paysage, c'est un cadre de vie, c'est une niche environnementale où habitent tout un tas d'organismes animaux, végétaux, des champignons, etc. Et la forêt et l'eau, c'est deux milieux qui sont liés. Ce qui se passe ici en forêt peut avoir un impact de ce qui se passe en aval, jusque dans le robinet. Si on n'aurait pas d'eau, on ne pourrait pas vivre et les arbres aussi. Sans eau, pas de forêt, mais sans forêt, pas forcément d'eau de qualité aussi. Ça peut également être compliqué de prendre en compte ce qui a trait à l'eau parce que c'est pas forcément des milieux qui se parlent en fait. L'eau, les milieux de la forêt, c'est assez cloisonné, c'est assez sectorisé. C'est quand il y a la pénurie, ou quand il y a un manque, ou quand il y a un accident majeur qu'on essaie de travailler ensemble en fait. C'est aussi ça qu'on a trouvé intéressant dans cette action avec le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, c'est de faire le lien entre deux milieux qui se côtoient, qui ont des interactions mais qui s'ignorent. C'est vert sans être vert, on voit nos châtaigniers qui souffrent de plus en plus. Aujourd'hui, vous voyez les pâturages qui sont grillés et la moindre pluie dans les pentes, ça fait de l'érosion et puis ça fragilise les prairies, etc. On ne peut pas vivre des étés comme ça tous les ans. La forêt ne peut pas vivre des étés comme ça tous les ans, c'est évident. Planter des arbres sur cette ferme, je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Pour l'eau, pour ce que ça fait par rapport à l'eau, l'excès d'eau, ça va le garder. En fait, l'arbre, je pense qu'il est au cœur des enjeux agricoles aussi, tout comme l'eau, quoi. On a quelques principes importants dans la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Un des principaux aujourd'hui, c'était de vraiment ralentir le cycle de l'eau. J'allais dire quasiment l'inverse du remembrement, où on a passé notre temps à accélérer le cycle de l'eau en enlevant des haies, en drainant des zones, en recalibrant des cours d'eau. On a tout fait pour que l'eau s'évacue le plus vite possible des bassins versants. Après, on change d'époque. L'époque où ces zones ont été drainées, on était sur une époque où il fallait améliorer la production agricole au niveau national. Donc on était sur des logiques qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est presque dans la logique inverse, c'est vraiment essayer de ralentir ce cycle de l'eau au maximum pour que les gouttes d'eau qui tombent restent le plus longtemps et mettent le plus longtemps à sortir de l'exutoire. Si on arrive à ralentir le cycle de l'eau, on va favoriser l'infiltration dans les sols et donc l'eau sera mieux protégée, mieux traitée dans les sols qu'en surface. Et va mettre aussi beaucoup plus longtemps à sortir du bassin versant. C'est avec ça qu'on va pouvoir être plus résilient aux sécheresses et puis tamponner beaucoup plus les crues. On a une concurrence sur l'usage de l'eau qui va être de plus en plus forte et qui se ressent déjà. Il y a des communes où on a eu des coupures d'eau potable. La question, c'est pas de retenir l'eau puisqu'on sait que c'est important. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce partage de l'eau ? C'est un peu plus dur de se la partager parce qu'il y a de plus en plus de monde qui naissent et qui ont besoin d'eau. Il y en a qui pensent que chacun pour soi. On doit se la partager ensemble. Avec les humains, les animaux aussi, ils ont besoin d'eau aussi. Les vaches participent à entretenir les zones humides. Cependant, lorsqu'elles traversent dans les cours d'eau, elles font des impacts. C'est-à-dire que la terre qui est sur les berges part dans le cours d'eau et vient colmater le cours d'eau, lieu de reproduction d'énormément de biodiversité et de l'espèce cible au niveau piscicole qui est la truite. Donc on améliore les zones d'accès. La gestion de ces cours d'eau, milieux aquatiques, se fait en corrélation avec le monde agricole. On a un système d'agriculture qui travaille sur l'élevage, qui travaille sur la forêt et qui travaille sur aussi la préservation de sa ressource en eau. Donc c'est un écosystème, entre guillemets, qui est fragile, mais qui est encore préservé sur ce territoire. Parce que les gens sont dedans, parce que les gens en vivent. L'agriculture est en train de prendre un grand virage et c'est ce changement qui est parfois difficile. Parce que ça remet en cause énormément de choses. Et puis moi je tiens à ce que les animaux continuent à avoir un accès à l'eau sain, à la fois en quantité et aussi en qualité, et notamment sur le plan sanitaire, parce qu'on a quand même pas mal de soucis par rapport à ça. Si la qualité de l'eau pour les vaches est meilleure, elle sera meilleure pour l'humain, puisque s'il y a une station de pompage qui est à l'aval, il y aura moins de traitements à réaliser, donc l'eau sera moins chère, tout simplement.
On est sur un territoire, on a une eau qui est de relativement bonne qualité. Après, on a quand même un certain nombre de problématiques, mais qui sont les mêmes qu'au niveau national. On a des problématiques de pesticides. Les nitrates, ça va arriver parce que partout, les nitrates sont en train de monter. Après, on a les fameuses thématiques des PFAS. On s'aperçoit que même sur nos cours d'eau ici, on est touché par cette problématique-là. Il faudrait arrêter de la polluer, de balancer des déchets dans l'eau, ça. Certains, ils ont conscience. D'autres, ils n'y pensent pas à ça. Il y a des personnes qui gaspillent beaucoup d'eau, comme d'autres qui gaspillent rien du tout. L'activité industrielle n'est pas forcément très présente sur notre territoire, parce qu'on est plutôt dans un milieu rural, mais les industriels ont déjà pris cette question bien en amont du monde agricole. Un site industriel n'est pas forcément polluant. Il existe aujourd'hui des dispositifs qui permettent de préserver la ressource et d'éviter la pollution. Nous, depuis sa construction en 2003, en fait, on a ce qu'on appelle le système zéro rejet liquide. C'est un système de recyclage de l'eau en interne et de réutilisation sur notre process, une boucle interne en fait. Quand on te dit qu'on est passé de 100 mm3 de consommation d'eau à 4000, l'effort il est considérable, quoi. C'est une action aussi qui est bénéfique pour l'entreprise, pour sa pérennité, notamment quand on est en période de sécheresse. On a traversé des épisodes de sécheresse assez aigus durant certains étés. Et lorsque le débit du milieu receveur était trop bas, il était compliqué pour nous de continuer dans de bonnes conditions. Et du coup, là, voilà, on a commencé à vraiment se pencher sur le problème. Ce projet n'est pas rentable aujourd'hui, clairement, ni pour les années à venir. Maintenant que ça fonctionne et que je vois l'effet positif que ça peut avoir, ça entraîne beaucoup de personnel aussi chez nous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la conviction qui nous fait valider ce projet. On commence aussi dans l'industrie à trier l'eau pour apporter le traitement adapté. Au lieu de tout mélanger et de tout traiter, on trie. Ça aussi, c'est nouveau. On ne le fait pas à la maison. Les industriels ont commencé à le faire. Moi, personnellement, ce qui me frappe le plus, c'est au printemps ou même au début d'été, quand on est dehors, c'est de pas d'entendre d'oiseaux, quoi. Pas d'entendre d'oiseaux, pas de voir de papillons. Et là, ça fait quelques années, mais on entend très peu d'oiseaux, en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez flippant, quoi. De se dire, quand t'étais gamin, t'entendais des oiseaux un peu partout, et puis aujourd'hui, on n'entend rien, quoi. C'est un chantier de renaturation du ruisseau de la Goutte qu'on a remis dans son lit d'origine. Ça sert à plusieurs choses, limiter le risque d'inondation dans le bourg et restaurer la continuité écologique. On essaye de se rapprocher au plus près de la nature. C'est justement pour ralentir ou accélérer les écoulements selon les méandres et redonner vie à un ruisseau qui pourrait être un ruisseau quasiment naturel. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu plus de poissons qui remontent ce cours d'eau puisqu'on le reconnecte à la Ligoure. De ne pas la polluer. Faut la garder, faut pas la gaspiller parce qu'après, eux, ils vont mourir et nous aussi. Une pêche électrique, c'est un procédé qui va nous permettre d'inventorier tous les poissons sur un cours d'eau, sur une portion donnée. Le poisson, c'est un indicateur écologique. On calcule des indices poissons-rivière, qui sont des indices qui sont repris par l'agence de l'eau pour caractériser l'état des masses d'eau. Et donc on essaye d'apporter aussi toutes nos connaissances à un instant T grâce à la présence des pêcheurs qui sont les premiers à nous faire remonter leurs observations. Quand on a traversé cette période de sécheresse cet été, on a pu avoir très régulièrement des témoignages nous disant « ça y est, la rivière ne coule plus ». Ça y est, il y a un assec à tel endroit. Les pêcheurs identifient des dysfonctionnements, par exemple des obstacles à l'écoulement. On se rapproche ensuite des syndicats de rivière qui, eux, ont la compétence GEMAPI et qui inscrivent des potentielles actions de restauration de cours d'eau, d'habitat dans les contrats. L'intérêt de GEMAPI, c'est justement d'avoir des leviers d'intervention sur les territoires pour retrouver des milieux aquatiques en bon état. On avait des façons différentes de fonctionner à l'époque. Chaque commune gérait ses captages en régie. Et aujourd'hui, il y a une chose que les élus ont compris, c'est que quand on se rassemble et qu'on fait les choses ensemble, on est plus fort. Et du fait de se regrouper en syndicats, on a une vision qui est plus globale et les actions qui sont faites par les syndicats sont faites dans l'intérêt de tous. Et là-dessus, il y a plus de légitimité à mettre de l'argent public. Et moi, je trouve particulièrement fondamental de s'intéresser à toutes ces petites victoires, au niveau du particulier, au niveau de la petite collectivité, de la collectivité plus importante. C'est ce cumul de petites victoires qui va constituer aussi une solution. C'est la politique des petits pas, plein de petites actions qui font en fait une stratégie générale. Tous les jours, on en apprend, on découvre des choses et on connaît rien en fait. Il n'y a que 20 ans, on ne s'imaginait pas qu'on aurait en Haute-Vienne des cours d'eau
en ASEC. Il ne faut surtout pas avoir de certitude, il faut avoir la capacité de se remettre en question et nous aussi la capacité de s'adapter. En tant qu'agent, on essaye d'ouvrir cette GEMAPI aux citoyens. C'est le plus grand nombre la clé, c'est la somme des citoyens. Il ne peut pas y avoir de prise de conscience collective si individuellement on est à des années-lumière de ça. Ça ne marche pas. L'un des maîtres mots, c'est faire du lien à la fois entre les différentes filières, entre les différents acteurs du territoire, faire du lien aussi intergénérationnel, faire du lien avec les gens d'ici et les gens qui viennent ici. Tout ça, il faut qu'on arrive à le brasser et à le mener dans un esprit de développement durable du territoire. Il faut savoir travailler avec tout le monde, comme on dit, hein. C'est en plantant des graines qu'on arrive à une forêt. Mais cette phase-là, est-ce qu'elle prendra 5 ans, 10 ans, 30 ans? L'avenir nous le dira.